Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, pour l'épisode 55, on va parler de commotion cérébrale, mais plus précisément du traitement en physiothérapie des commotions cérébrales. Pour l'épisode, je reçois Pierre Langevin, qui est physiothérapeute dans la région de Québec, qui a une expertise vraiment avancée dans le milieu des commotions cérébrales, travaille majoritairement avec une clientèle de commotion cérébrale. Il est également professeur, donc il enseigne à l'université, il enseigne en formation continue, présent dans les congrès, conférencier, donc très, très impliqué dans le milieu de la physio en termes d'enseignement. Son expertise est beaucoup dans les cas de douleurs cervicales, étourdissement, vertige, commotion cérébrale, donc d'où la pertinence de le recevoir aujourd'hui. Et on n'a pas parlé exactement de la base de la commotion cérébrale parce que je l'avais déjà fait dans un épisode précédent avec Dave Ellenberg, épisode 6. Donc, je vous invite à écouter celui-ci en premier. Puis, on a vraiment fait un tour d'horizon du protocole de retour à l'activité physique, retour à l'école, retour au travail suite à une commotion. On a parlé des meilleures évidences en termes de traitement, prise en charge parce que le consensus sur les commotions cérébrales le plus à jour qui a eu lieu cette année. Donc, on fait un bon tour d'horizon à ce niveau-là. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode sur les commotions cérébrales avec le physiothérapeute Pierre Langevin. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Alright, on est parti. Monsieur Pierre Langevin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu fais la route, tu es de passage à Montréal, fait que j'en profite. Ça fait 2 personnes cette semaine qui sont de passage à Montréal, qui sont pas souvent là, que j'en profite pour agripper puis amener au podcast. Fait que très content de te recevoir. Ça me fait plaisir. On va parler d'un sujet qui est passionnant, un sujet qui est au centre d'une partie de ta vie professionnelle comme physio, les commotions, mais on va surtout parler de traitement des commotions parce que j'ai déjà fait un épisode 6 avec Dave Ellenberg où on avait parlé de plus les commotions en général. Fait que c'est une bonne intro pour les gens d'aller écouter avant notre épisode d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer concrètement dans qu'est-ce qu'on fait pour régler les symptômes d'une commotion. Avant de se lancer dans le vif du sujet, juste mettre en contexte pourquoi je t'ai invité. Peut-être faire un petit background rapidement de tes différents intérêts professionnels. Tu sais, là-dedans, il y a évidemment de la recherche, de la clinique, de l'enseignement. Fait que fais-nous un petit tour des différents chapeaux que tu portes et d'où vient ton expertise avec les commotions aussi. D'accord. Donc, moi, ça fait 25 ans que je suis physiothérapeute. Je travaille dans la région de Québec. J'ai passé les 10 premières années de ma pratique à parfaire mon expertise clinique. Puis, j'ai toujours été impliqué aussi en enseignement à l'Université Laval. Et en 2010, j'ai fait une maîtrise. Et en 2011, puis mon intérêt primaire au départ, c'était les atteintes cervicales, les problèmes de cou, les whiplash et les étourdissements qui sont dus aux problèmes de cou, les maux de tête. Et en 2011, il y a un collègue, Philippe Fay, qui m'a approché avec un autre groupe de professionnels pour partir une clinique interdisciplinaire sur les commotions cérébrales. Et la clinique Cortex qu'on a démarré à ce moment-là. Et là, mon intérêt a grandi pour les commotions cérébrales. Et à partir de là, j'ai commencé à me joindre à un peu des groupes de recherche par-ci, par-là. J'ai fait de la recherche aussi pour les cervicalgies sur les cervicalgies après ma maîtrise, en même temps que j'avais mon poste universitaire. Donc, de 2010 à 2020 à peu près, je faisais à peu près la moitié universitaire, enseignement, un peu de recherche, puis la moitié clinique. La moitié clinique était et encore sur les commotions, les maux de tête et les cervicalgies. Et en 2019, j'ai plongé dans un doctorat que j'ai fait sur les commotions cérébrales. Donc là, j'ai fait de la recherche sur le traitement. Donc ma thèse de doctorat, le titre, c'est vraiment les interventions en réadaptation pour les commotions cérébrales. Ouais. Et que tu as complété, ça fait quelques mois. Oui, c'est ça. J'ai complété ça l'été dernier.
Donc, puis là, présentement, ben, je fais des travaux de postdoc avec Isabelle Gagnon à McGill sur encore là les commotions cérébrales, un petit peu plus chez l'enfant, puis on regarde d'autres choses. Mais bref, donc voilà. Donc, présentement, je fais de la recherche sur les commotions, de l'enseignement sur les commotions et de la clinique. Ouais. Que tu vois principalement une clientèle atteinte de commotion cérébrale? Oui, je dirais peut-être 25% de ma clinique est commotion cérébrale, 75%, le reste, c'est plus des douleurs clients musculo-squelettiques. de longue date, mais beaucoup de vertébrales. Là. C'est plus des atteintes cervicales puis un peu de lombaire. Ouais. Parce qu'en travaillant en clinique depuis 25 ans, ben, tu te fais ta clientèle, puis là, les gens reviennent, etc. Les gens ont des besoins. C'est ça, exactement. Good. Fait que ça fait de toi un invité de marque pour parler du sujet d'aujourd'hui, les commotions. Fait que, grosso modo, là, si on commence par définir, c'est quoi, au niveau de la littérature, le consensus pour la définition d'une commotion cérébrale? Oui, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? C'est un bon point. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de... Même à ce jour, il n'y a pas de test diagnostique qui est valide à 100% pour dire « je suis sûr que tu as une commotion cérébrale ». Il y a des critères qui existent. En fait, quand on parle de commotion cérébrale, on peut parler aussi de TCC léger, de traumatisme crânio-cérébral léger. Ouais. Les traumatismes crânio-cérébraux, ils sont divisés en 3 types, léger, modéré, sévère. Ouais. Fais juste attention avec tes mains. Ah, excuse-moi. Non, c'est bon. Je te le dis au début pour pas que... Fait que 3 types de TCC. 3 types de TCC, exactement. Le léger, c'est la commotion. Ouais. Le modéré et le sévère, c'est quand il y a des gros accidents avec beaucoup de force, il y a des lésions intracérébrales avec des saignements, puis les gens ont des gros problèmes, des grosses séquelles fonctionnelles, là, plus capables de fonctionner par après, etc. Surtout pour le sévère. Là. Ouais. Puis là, ben, le sévère peut mener à la mort. Là. Donc, voilà. Pour le TCC léger, eh bien, les critères, c'est d'avoir, si je peux les résumer, là, on n'ira pas en détail, mais ça prend un coup à la tête, ça prend un mécanisme de blessure, soit coup direct ou indirect à la tête. Ouais, il faut qu'il y ait une accélération de la tête. Le Exactement. coup pourrait être au corps, ça pourrait être une chute. Tout à fait, c'est ça. Et ça prend des symptômes cognitifs ou d'altération de l'état mental. Donc, le cerveau est brassé, on peut imager qu'il est comme cogné contre les parois de la boîte crânienne. Et là, il y a une altération de l'état mental. Soit que le patient, il a une amnésie, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. On lui pose des questions dans les minutes qui suivent, puis il n'est pas capable, il répond toujours la même réponse, pose toujours les mêmes questions. Ça, c'est un signe quand même relativement probant qu'on est en présence d'une commotion cérébrale. Et les symptômes sont immédiats. Les symptômes cognitifs et de mémoire. Là. Ouais. Ça n'apparaît pas là, la semaine suivante. Non. Il y a un aspect de désorientation puis de perte de connexion. T'sais, la personne n'est plus 100% branchée avec sa réalité. Là. Tout à fait. Il y a un petit quelque chose de off. Là. Tout à fait. Pendant quelques minutes et tout ça. Puis là, il y a la zone grise, c'est ben là, si la personne est toute seule, est-ce qu'elle se souvient d'avoir perdu conscience ou d'avoir eu cette perte d'état de conscience-là, etc. Ouais. Puis là, on va quand même les... Ce qui fait que même s'il n'y a pas de critères complètement sûrs à 100%, mais ces critères-là de perte d'état de conscience, d'amnésie post-traumatique qui durent moins qu'une heure, là, qui durent moins longtemps et tout ça, ben, c'est des critères qui sont relativement faciles à nous indiquer qu'il y a une commotion cérébrale. Quand il n'y a pas ces critères-là, puis là, on pose des questions au patient, puis il n'est pas capable de nous répondre, on considère, dans la phase aiguë, que c'est une commotion jusqu'à preuve du contraire. Il peut y avoir des délais, par contre, dans les symptômes autres, dans les symptômes physiques, comme les étourdissements, les maux de tête, quelqu'un se cogne la tête, il se sent sonner un petit peu, oups, il ne sait pas trop. Puis là, le lendemain, les maux de tête commencent. Donc, il y a un petit délai qui peut arriver dans les symptômes qui peut durer jusqu'à environ 48-72 heures. Là. Ouais. Donc, des symptômes qui apparaissent après 72 heures avec aucun symptôme après un coup à la tête, on peut dire pas mal hors de
tout doute qu'il n'y a pas de commotion. Là. Ouais, fait que l'aspect immédiat, l'aspect immédiat est important. c'est l'espèce de confusion. Tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir ton étourdissement puis ton mal de tête tout de suite. Ça, il peut avoir un délai pour les symptômes qu'on pourrait dire plus physiques. Là. Puis les plus fréquents étant maux de tête, étourdissement, mal de cou, des fois problème de vision, équilibre, des trucs comme ça. Fait que ça, il peut avoir un certain délai avant que ça apparaisse. Exactement. Mais la confusion post-impact devrait être assez rapide, immédiate. Oui, et dans les critères plus récents qui ont été présentés, là, je suis allé au consensus d'Amsterdam récemment, là, le consensus sur les commotions dans le sport. Donc, il y a les critères classiques de TCC léger que je viens de nommer. Mais là, dans les critères récents, ils ont ajouté un autre élément. Et ce qu'ils ont dit, c'est s'il y a 2 symptômes qui sont physiques ou autres que le symptôme cognitif là, de confusion ou d'amnésie, ou etc. S'il y a 2 symptômes et un signe physique de soit perte d'équilibre, puis là qu'on peut tester, nous, comme physiothérapeute en clinique, quelques jours après, et les tests là, de mémoire, c'était équilibre, les tests oculomoteurs et les tests cognitifs, un peu plus de retenir des séries de chiffres, de mémoire court terme, là. Donc, s'il y a un de ces signes-là qui est présent, plus 2 symptômes, là, on considère que c'est une commotion. OK, ça, c'est un ajout c'est un par ajout. rapport à ce qu'il y avait avant. Ouais, il y a une nouvelle façon plus objective de poser le diagnostic clinique. Exactement. Puis là, il va y avoir la zone grise là, des cliniciens qui vont dire « Ouais, mais là, il y a juste un symptôme, il y a juste mal à la tête. » Puis ces autres tests-là ont de l'air normaux. On est en présence ou non d'une commotion? S'il y a juste mal à la tête, puis il n'y a rien d'autre, c'est possible que ce soit une commotion, mais c'est possible que ça n'en soit pas une aussi. Et là, pour être prudent, parce qu'on sait que les premières journées suite à une commotion, c'est là qu'il y a plus de risques si on se recogne la tête. Pour être prudent, on retire l'athlète ou on prend un petit peu plus de repos au départ, puis après, on se réactive graduellement, puis si tout va bien, ça va. Là. Dès qu'il y a suspicion de commotion, il y a déjà un intérêt un peu plus élevé à se dire qu'on peut le traiter initialement comme une commotion, ou on le considère, on le considère comme une commotion, on le surveille comme une commotion, puis on regarde comment ça évolue. C'est ça. Ouais, cool. Parfait. Puis, si on parle de la prise en charge initiale, donc quand on a une commotion, les premiers jours sont assez critiques en termes de, comme il y a des bonnes pratiques à avoir. Ces pratiques-là ont clairement évolué. Si on regarde même, peut-être aussi court qu'il y a 10-15 ans où on enfermait les gens dans des salles noires, pas de lumière, pas de bruit, pas de stimulation, pas d'écran, pas d'école, pas de travail, rien. Ça a dramatiquement changé. On a des meilleures études qui nous permettent de déterminer c'est quoi les meilleures pratiques. Si on fait le tour des étapes principales, puis là, on parle vraiment de la commotion qui vient d'arriver, fait que la commotion aiguë, mettons qu'on parle des premiers 24-48 heures, ce serait quoi les points clés à dire dans ce qu'on devrait faire pour gérer ça? Excellente question. Donc, on peut allonger ça, mettons, 48-72 heures. 2-3 jours. 2-3 jours. Là, c'est plus le concept de repos. Mm-hmm. On ne veut pas, à ce moment-là, de faire d'activité physique ou d'activité cognitive ou physique qui augmente les symptômes, mais on peut vaquer à ses occupations normales sans trop s'énerver, on va dire. Après ça, on ne veut certainement pas, à ce moment-là, d'avoir de risques, ou on minimise les risques d'avoir un autre coup à la tête pendant ce moment-là. On permet le sommeil. Ça, c'est un des mythes là, les plus de dire à quelqu'un de pas se coucher, dire d'aller réveiller votre enfant là, à toutes les heures pour être sûr qu'il est correct. Non, faites dormir. Ils ont besoin de sommeil, ils ont besoin de repos. Tu peux aller le voir pour voir s'il respire puis il dort, comme d'habitude. Peut-être la première soirée, si l'impact est arrivé en soirée. Là, si l'impact arrive, mettons, le classique là, d'un jeune qui a une commotion, d'un tournoi le samedi, puis là, le soir, il prend du repos, il surveille ses symptômes, on surveille comment il va, il se couche, laisse-le dormir. On va le voir pendant la soirée, il est en train de dormir, c'est beau. Il faut se reposer. Donc, les premières journées, c'est ça, c'est le repos. Mais pas d'affaires de chambre noire, pas trop dévier de ses habitudes de la vie quotidienne. Pas trop d'évitement. C'est ça. De l'évitement, mais pas trop. Comme, par exemple, les écrans, ça aussi, ça a été... là tu sais, vivre sans écran, c'est pas évident. Bonne chance, Donc, il y a des études récemment qui ont fait qui ont sorti des données par rapport aux écrans. Donc, le premier 48 heures...
il faut limiter les écrans. Là, on ne dit plus enlever complètement les écrans. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui en font beaucoup, beaucoup trop, ou ceux qui en font trop peu, ça leur prend un petit peu plus de temps à guérir que ceux qui modèrent un peu plus, qui en font un peu moins que d'habitude, mais qui modèrent un peu plus. Puis ça, on parle des premiers 48 heures, il faut modérer. Après ça, on recommence à faire ce qu'on faisait, avant. Est-ce que dans cette période-là de 2-3 jours, là, est-ce que pour toi, activité avec symptômes limités, tu veux pas du tout augmenter les symptômes ou tu peux taquiner les symptômes, tu pourrais avoir une légère augmentation, mais il y a comme un seuil que tu dis, bon, quand ça augmente de plus 2 ou 3 sur 10, là, tu changes de ce que tu es en train de faire ou tu te reposes. Ce que tu mentionnes là, c'est très valide pour le après 2-3 jours. OK. Fait que le premier 2-3 jours, le premier 2-3 jours, c'est comme tranquille. Relax, là, tranquille. Puis, si tu taquines les symptômes, là, c'est pas grave. Là. T'es pas en train de te rempirer. Là. Puis si tu vas prendre une marche, puis ça te fait un peu plus mal à la tête ou tu te sens un petit peu moins bien, c'est pas grave. Là. Donc c'est ça. Mais ouais, premier 2-3 jours, c'est vraiment un repos initial. Puis après, ben là, la zone grise, c'est aussi ceux qui vont... Tu as une catégorie de patients qui vont aller très bien rapidement. C'est ça, exact. Puis l'autre catégorie de patients qui vont avoir une sévérité des symptômes puis un nombre de symptômes importants. Mais ces deux genres de présentations cliniques-là après une commotion, ils vont se comporter différemment. Donc, il faut s'écouter quand même. Donc, la personne qui va très bien le lendemain, elle peut, faut qu'elle évite de se cogner la tête, mais elle peut lire puis faire des choses un peu plus cognitives. Puis là, si ça ne change pas les symptômes ou si ça ne les augmente pas, c'est parfait. Elle peut s'activer un petit peu, puis c'est correct. Ouais. Quelqu'un qui a déjà des symptômes au repos dans les premières 48 heures, ben on prend du repos. Ouais. Fait que 2-3 jours de repos relatif. Ouais. On fait des petits trucs tranquilles du quotidien, mais tu rentres pas dans des trucs excessifs, tu te mets pas à risque pour des coups à la tête. C'est correct de se permettre un peu d'écran, des petites marches, des trucs comme ça, mais si tu as une activité qui provoque des symptômes, ben là, tu prends une pause, tu te reposes un peu. Par exemple, tu écoutes un film, puis là, tu commences à avoir plus mal à la tête, ben là, c'est le temps de se reposer. C'est ça. On laisse ça se calmer. Exactement. Est-ce que dans ce 2-3 jours-là, dès qu'une personne aurait son 24 heures complet sans symptômes, est-ce qu'elle pourrait déjà passer à la deuxième étape? T'sais, mettons qu'au deuxième jour, ça va déjà bien. Pourrais-tu déjà commencer à se réactiver un petit peu plus? Oui. Et là, bon, les premiers 48-72 heures, c'est pas grave de prendre trop de repos pour 2 jours. OK? Ouais. Après ça, on parlera aussi tantôt... Oh, pardon, j'ai touché le micro. Pas de problème. On parlera du retour à l'école tantôt. Ouais. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est pas grave de trop prendre de repos dans les surtout premières... que c'est 2-3 jours. C'est ça, c'est pas grand-chose. Là. Ça peut retarder la récupération si on prend trop de repos trop longtemps. Ouais. Là, on parle de, mettons, 2 jours de repos versus 1 semaine à rien faire. Là, 1 semaine à rien faire, c'est fort possible que certains symptômes se cristallisent puis ce soit un peu plus long avant de retourner à ses activités. Ça, on le voit dans les études où ils comparent les groupes qui se réactivent plus vite. Une étude forte là-dessus qui a été publiée en 2015 où c'était Puis leur hypothèse de départ, c'était que ceux qui vont se reposer plus vont s'améliorer plus. Ceux qui vont se reposer moins vont s'améliorer moins. Ils ont trouvé le contraire. Ils ont trouvé le contraire. Et là, et récemment, justement, en 2020, quand l'article qu'on a publié, nous autres, c'est une revue systématique, une méta-analyse, où on a pris tous les articles qui parlaient, qui comparaient 2 groupes, un groupe qui s'activait et un groupe qui ne s'activait pas. Au départ, on a tout mélangé. On prenait des aigus puis des plus en phase plus symptômes persistants. Et ce qu'on a vu, c'est que toutes les études qui prenaient des cas aigus et qui les activaient après le 2-3 jours, ces gens-là retournaient plus rapidement au jeu ou retournaient plus rapidement à la fonction que le groupe chez qui on breakait. Puis un des grands constats du dernier consensus sur les commotions dans le sport, c'est l'activation. Là. C'est important. Là. La chambre noire, le repos prolongé, c'est plus valide. Là. Ouais.
Mais veux-tu en parler plus de ça, justement? Parce que le dernier consensus, celui qu'on avait avant, c'était Berlin, 2016. Ouais. Il y a eu une pause à cause de la COVID. Fait que le nouveau consensus sur les commotions, on l'attendait, ça fait longtemps. Puis là, c'était Amsterdam. Toi, tu as été, c'était à l'automne. C'est pas publié encore. Fait que tu peux nous donner des scoops sur les points clés. Fait que qu'est-ce qui est important en lien avec l'activation? Ben, si les auditeurs restent jusqu'à la fin, là, je vais les donner à petite graine. C'est bon, les parfait. scoops, c'est bon. mais bref, c'est ça. Donc, les consensus sur les commotions dans le sport, ils ont lieu à tous les 4 ans depuis 2000. Et là, il y a eu Berlin, comme tu dis, Berlin 2016. Et après, là, il y a eu la COVID qu'on connaît. Donc, 2020 n'a pas eu lieu parce que ça a été annulé. 2021 aussi. Et 2022, c'était à Amsterdam. Comment ça fonctionne, les consensus? Et là, présentement, c'est Catherine Schneider, qui est une physiothérapeute canadienne, qui gère tout le consensus. C'est elle qui chapeaute ça, puis qui l'organise des années d'avance, là. Et il y a 10 thèmes qui sont couverts sur toutes les facettes par rapport aux commotions, la définition, la prévention, l'activation, le repos, la prise en charge précoce, la prise en charge lors de symptômes persistants, etc. Et il y a des revues systématiques de la littérature qui sont faites pour chacun des 10 thèmes. Ouais. Et là, quand on arrive là, on est dans la salle et là, il y a même le consensus lui-même, c'est qu'on fait partie, les participants, du consensus. Donc, si on va poser une question, il y a quelqu'un qui prend note la question, quelqu'un qui prend note la réponse, puis ça peut se retrouver dans les articles finaux. Ouais. C'est du gros travail. Ces discussions-là, ouais, c'est ça. Fait que c'est 2 jours intenses de conférences, puis de questions-réponses et tout ça. Et voilà. Donc, un des points clés, c'était vraiment ça, l'activation, là, qui était qu'on va encore plus loin que dans Berlin pour dire qu'après 2-3 jours, l'activation. Puis là, dans notre revue systématique, nous, qu'on a faite, que je parlais tout à l'heure, grosso modo, là, ce qu'ils font dans les études, c'est à peu près concrètement 15-20 minutes d'activité en aérobie, d'intensité légère à modérée. Modéré, ça veut dire que tu es essoufflé un peu, mais tu es capable de parler à quelqu'un là, pendant que tu fais ton activité physique. Et sans augmentation excessive de symptômes. Et là, on permet d'avoir une légère augmentation des symptômes. On parle de 2 sur 10. Oui, c'est ça. Ce que je disais tantôt. Ce que tu disais tantôt, là, exactement. Ou on ne veut pas de nouveaux symptômes qui apparaissent. OK? Donc, le niveau de base, c'est ça. Et dans les études, ce qu'ils font, c'est à tous les jours, 20 minutes d'activation en aérobie. Le bémol que je vais mettre, c'est que ça a été testé plus chez les adolescents, clientèle sportive. Donc, clientèle qui s'active déjà pas mal dans leur quotidien. Fait que eux autres, ils reviennent à leur habitude normale. Est-ce que... Puis, il n'y a pas eu... nous, on n'a pas trouvé à ce moment-là, peut-être qu'il va y en avoir qui vont sortir. Il n'y a pas eu d'études sur l'adulte sédentaire qui se cogne la tête. Si lui, on l'active, est-ce que c'est bon pour lui parce que c'est pas dans ses habitudes? Ça reste à déterminer. Là, dans ce qui reste à étudier, ça fait partie un peu de ça, là. Fait qu'après déjà le 2-3 jours, une des bonnes pratiques à faire, ce serait ce 15-20 minutes-là de cardio, d'aérobie, léger à modéré. Fait que léger à modéré, léger, ça pourrait être de la marche, puis modéré, ça pourrait être léger jogging, un peu de vélo, tout à fait. Du step, des trucs comme ça, elliptique et compagnie. Exactement. Ce serait quoi après ça, les grandes lignes pour le retour, mettons, le retour plus cognitif, fait que ce soit retour à l'école, retour au travail, parce qu'il y a comme 2 trucs en parallèle. Tu as le retour au sport, puis ou activité physique, puis tu as le retour cognitif. C'est ça. De ce que j'avais compris, le dernier consensus, les 2, on les fait en parallèle, mais ils peuvent évoluer à des étapes différentes. C'est encore ça la bonne pratique. Oui, tu as bien compris. Les étapes n'ont pas vraiment changé. Là. Ils ne changeront pas, en fait. Là. Puis d'ailleurs, le consensus d'Amsterdam n'est pas publié encore. Ouais. Donc, on va avoir les résultats là, bientôt, là, mais il n'y a rien qui m'indique que ça va changer, là, les étapes. Donc, c'est toujours ça. Hein, c'est de gérer le stress physique. Là, je parle pas je parle de gérer l'activation physique puis de gérer l'activation cognitive. Exact. Puis l'activation cognitive, on parle beaucoup dans les consensus de retour à l'école, mais ça peut être
on peut faire le parallèle avec retour au travail un peu plus cognitif, etc. Puis le physique. Dans le physique, il y a 6 étapes. Ouais. Les 6 étapes pour retourner à activité physique complète, ça veut dire faire des matchs de sport avec les autres, puis avoir des impacts, puis tout ça sans danger. Ça, c'est la dernière étape. Chaque étape dure une journée. La première, c'est le repos. La deuxième, c'est activité très légère. Troisième, c'est activité modérée. Fait que là, l'étape 3 étant est l'étape que avant, on se disait faut pas qu'il y ait d'augmentation de symptômes dans le léger. Maintenant, on se dit là, on peut y aller assez rapidement vers l'étape 3 après. Vers le modéré. Vers le modéré, c'est ça. Et là, si tu fais ton activité, que tu n'as pas d'augmentation de symptômes, l'étape 4, c'est de faire son sport sans risque de contact avec une augmentation un petit peu plus vigoureuse d'intensité. Et après ça, là, pour passer plus loin, ça prend... faut que les symptômes soient disparus. Si les symptômes sont toujours là, tu continues à t'activer dans l'étape 3-4 sans risque. Tu t'entraînes vers ton sport. Exactement. Mais tu attends que les symptômes partent. Ouais, par rapport au risque de coup à la tête. Puis là, on parlera plus tard de qu'est-ce qu'on fait si les symptômes persistent trop longtemps. Mm-hmm. Parce que là, si les symptômes persistent trop longtemps, faut essayer, nous autres, en tant que clinicien, de trouver la cause. Pourquoi ça reste trop longtemps. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais bref, donc les étapes, tu as les 6 étapes. Puis là, quand ça va bien, plus de symptômes à l'étape 4, tu passes à l'étape 5, puis après ça, à l'étape 6. L'étape 5 qui serait entraînement régulier, puis entraînement sans contact, après ça, entraînement régulier, puis là, retour à compétition. Entraînement sans contact, entraînement avec contact, retour à compétition. C'est ça. Ouais. Good. Retour cognitif maintenant. Ouais, exact. On est là. Tu t'en allais. Exactement. 4 étapes. Les 2 premières peuvent être 4 étapes. On parle de une journée par étape aussi. Mais les 2 premières, on peut les faire plus rapidement qu'une journée. Donc, par rapport au retour cognitif et par rapport au retour à l'école, autre parenthèse, il existe un guide de pratique clinique vivant, qui s'appelle le Living Guideline sur les commotions pédiatriques. C'est fait par un groupe canadien. Fait que les gens peuvent aller en ligne, taper Living Guideline Concussion. Vous allez voir toutes les recommandations pour les commotions pédiatriques mises à jour tous les 3 mois. Il y a quelqu'un qui met ça à jour. Il y a des liens. On peut aller vers des algorithmes, etc. Et dans le Living Guideline, la recommandation pour l'école, c'est on ne recommande pas de quitter l'école plus qu'une semaine. OK, ouais. En dehors de l'école plus qu'une semaine, c'est contre-productif. Ah ouais. Donc, il faut retourner la personne dans son milieu de vie, voir ses amis. Puis là, je parle de retour à l'école. C'est pas nécessaire de faire des examens et étudier. C'est ça, il faut être dans le milieu, faut être juste adapté pour que ce soit de mieux en mieux dans le milieu. C'est ça, c'est ça. Donc, nos quatre étapes de retour à l'école vont être les 2 premières, c'est à la maison, les deux dernières, c'est à l'école. Et les deux premières à la maison, comme je dis, on peut aller plus vite. C'est au départ, finalement, c'est le même principe. Là. C'est s'activer cognitivement de plus en plus intense. Au départ, c'est de faire son quotidien, de faire des petites lectures, etc. Après ça, si ça va bien, tu peux faire des choses qui demandent un petit peu plus de concentration. Puis si ça n'augmente pas les symptômes, bien là, puis si tu fais ça pendant une journée, puis tout ça, ça va bien, les efforts cognitifs, avec une augmentation graduelle de ces efforts-là, n'augmentent pas les symptômes. Tu peux retourner à l'école pour l'étape 3. Ouais. Fait qu'on pourrait parler de faire des devoirs à la maison, faire un peu d'études à la maison. Exactement, c'est ça. Fait que, mettons, commotion le dimanche, commotion le samedi, le dimanche, tu fais tes devoirs, tu fais tes affaires, il n'y a pas d'augmentation de symptômes, puis tout va bien. De ce côté-là, tu peux aller à l'école le lundi. Si tu fais tes devoirs, tu fais ton cognitif, tout ça, ça augmente tes symptômes de façon importante. C'est correct de prendre une journée de congé ou 2 journées de congé d'école le lundi, mardi. Et là, quand tu es capable de faire ça, donc
de faire ton activité cognitive sans augmentation de symptômes ou avec augmentation légère de symptômes, c'est la même affaire que tantôt, ce qu'on disait pour le physique, eh bien là, tu retournes à l'école au départ avec juste d'aller à tes cours, puis ça peut être fait de façon graduelle aussi, te concentrer, mais pas faire des gros examens, pas faire des gros problèmes de maths, des choses comme ça. Puis là, si ça passe bien, la 4e étape, c'est de faire l'école régulière. Un des enjeux que j'ai comme clinicien, puis tu me diras si tu partages cet enjeu-là, quand c'est les jeunes, donc il y a l'aspect de l'école, c'est le fameux équilibre entre un retrait de certaines activités scolaires pour permettre un retour à la normale et la fameuse accumulation des retards, puis les examens à reprendre, puis tout ça, puis qui augmente le stress, puis on sait le rôle du stress dans les symptômes de commotion. Ce serait quoi un message clé peut-être pour les directions d'école, les enseignants, que des fois, ils ne connaissent pas les enjeux liés aux commotions, puis c'est normal, on ne peut pas tout connaître, mais c'est-tu contre-productif de dire à quelqu'un qui va devoir rattraper tous ses examens, par exemple, puis de pouvoir possiblement plus stresser cette personne-là? Ça pourrait le devenir. Je pense que le message clé, c'est d'accommoder ces jeunes-là. Il faut s'adapter. Pas ad vitam aeternam, pas de façon excessive. Donc oui, il faut s'adapter puis faire des accommodements raisonnables. Dans un délai raisonnable. Exactement. Puis pour ce qui est des professionnels de la santé ou des parents, bien, communiquer avec l'école, expliquer ce qui se passe. Puis si la personne est en dehors de l'école pendant 2-3 jours, l'accumulation des retards sera pas si pire que ça. Si ces symptômes persistent, puis elle tombe en phase de symptômes persistants et tout ça, bien là, ça prend des accommodements. Il faut que les gens soient compréhensifs parce que j'en ai vu des patients là, qui retournaient à l'école, oui, pour être dans leur milieu, mais qui n'étaient pas encore complètement top shape. Puis là, les retards s'accumulent, le stress embarque et c'est certain que c'est pas très bon pour la récupération. J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation en ligne de bioéducation qui pourrait t'intéresser. C'est une web diffusion sur la prise en charge des lombalgies, mise à jour scientifique qui va avoir lieu en novembre 2023. Donc, une formation d'1h30 en web diffusion pour se mettre à jour sur les meilleures connaissances en termes de prise en charge des lombalgies. Pour tous les détails, vous avez le lien dans la description de l'épisode du podcast et comme d'habitude, vous pouvez profiter du code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Fait que de ce que je comprends, dans les nouvelles lignes directrices ou les lignes directrices les plus à jour sur le retour à l'école, on a clairement identifié que c'est contre-productif d'être longtemps retiré du milieu scolaire. J'imagine qu'il y a peut-être même un parallèle des fois. Je ne sais pas si avec le travail, avec le monde adulte, ils voient des nuances, là, mais sûrement. C'est pas bon pour quelqu'un d'être loin de ses collègues, de son milieu de vie naturel, puis d'être isolé à la maison en général. Fait exactement. Je me dis qu'il doit y avoir des similarités à ce niveau-là. Oui, certainement. Fait que on veut favoriser un retour dans le milieu, mais avec des adaptations. C'est ça. Good. Est-ce que tu penses que ça fait le tour des étapes clés dans la gestion aiguë? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. On peut parler de, mettons, entre ces étapes-là, si ils perdurent dans le temps, c'est pas grave. Ouais. Je pense qu'un autre message que je veux lancer, c'est que c'est pas grave si t'as une augmentation des symptômes, c'est pas grave si ça prend 10 jours à la place de 6. Tu sais, le time frame là, de les commotions, autre message, la majorité des commotions, et les chiffres qui sont sortis à Amsterdam le prouvent encore, et ça fait partie, mettons la récupération normale, là, ça fait partie un des 10 sujets où il y a plus de données. Là. Il y a vraiment beaucoup de données dans la littérature là-dedans. On parle d'environ 16, 14, 16, 18 jours comme récupération normale. 2 semaines et demie. Fait qu'un 2 semaines, là, fait qu'il y en a qui vont prendre une semaine, il y en a qui vont prendre une semaine, il y en a qui vont prendre 3 semaines. Fait qu'à l'intérieur d'un mois, on n'est pas en dehors du... Un mois, là, je commence à être un petit peu loin, peut-être, tu me diras, mais mettons... 2-3 semaines. 2-3 semaines, on est pas mal dans un délai. Fait qu'il faut pas c'est pas quoi capoter. Les stats? C'est quoi le pourcentage des commotions qui se résorbent en 2-3 semaines? 80 environ. À peu près. Fait que c'est quand même beaucoup. Ouais. Fait que si on dépasse ce 2-3 semaines-là, je sais que chez les... 70-80. 70-80. Je sais que chez les enfants, c'est à partir de 4 semaines. C'est-tu encore ça? Ils considèrent persistant?
que tu deviens avec des symptômes persistants ou le fameux syndrome post-commotionnel. Là. Ouais. D'ailleurs, ils ont-tu revu ce terme-là? Parce que je sais pas s'ils voulaient le garder, syndrome post-commotionnel, ou ils parlaient de symptômes post-commotionnels persistants. Ouais. C'est ça le terme. C'est ça le terme, ouais. Fait qu'à partir de plus de 2-3 semaines chez l'adulte, on pourrait considérer ça commence à être dans le persistant ou le, entre guillemets, chronique. Puis plus d'1 mois pour l'enfant, ça ressemblerait à ça. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ce serait... Parce que là, c'est un autre game. Quand les symptômes persistent, ça veut dire que la récupération normale du cerveau, mettons, la réparation normale du corps suite à la blessure n'a pas été suffisante pour ramener la personne à son plein potentiel ou à sa normale. Fait que, qu'est-ce qui peut expliquer que les symptômes... Tu sais, avant de parler du traitement en tant que tel, c'est quoi les facteurs qui peuvent expliquer que des symptômes persistent? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que les symptômes persistent. Première des choses, la commotion en tant que telle, il n'y a pas de... Les blessures au tissu cérébral, c'est des blessures microscopiques. Il n'y a pas de grosses blessures macroscopiques. Il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, si on prend soin du cerveau de la bonne façon à l'intérieur du premier mois, puis qu'on le surstimule pas trop, ou qu'on le stimule juste assez, comme on vient de parler dans les dernières minutes, le tissu cérébral lui-même devrait bien se guérir. Si on le surstimule dans les premières semaines parce qu'on ne suit pas les étapes, parce qu'on ne suit pas les recommandations ou parce qu'on n'a pas de ressources pour nous aider à suivre les recommandations puis on continue dans nos symptômes, ça peut être un facteur qui fait en sorte que les symptômes persistent au-delà du mois. Après ça, il y a des facteurs de risque aussi qui prédisposent les gens au départ à avoir des symptômes qui persistent plus longtemps que le mois. Le nombre de commotions antérieures en est un. Et là, on ne parle pas d'avoir une commotion il y a 10 ans puis en avoir une aujourd'hui. On parle d'avoir eu une commotion l'année passée, puis là, une autre il y a 6 mois. Ou une commotion, une il y a 5 ans, une il y a 2 ans, puis une autre il y a 6 mois, puis là, tu en as une autre. Ça commence à être une accumulation. Le plus de 3 commotions dans le passé, mettons, relativement récent, dans les 5 dernières années, ça fait partie des facteurs de risque. Et là, on parlait beaucoup à Amsterdam aussi de l'importance clinique, de la qualité de la récupération de ces commotions antérieures-là. Ouais. Si à quel point tu es revenu à ton potentiel, ouais. à ton 100%. C'est ça. Quelqu'un qui a eu 3 commotions qui ont très bien récupéré, plus de symptômes après une semaine, pour les 3 dans un avenir un petit peu éloigné, mettons, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a moins de chances qu'il y ait des symptômes persistants que quelqu'un qui en a eu 3. La première a duré une semaine, la deuxième 1 mois, puis la troisième, ça a pris 3 mois avant puis qui reste peut-être avec des maux de tête occasionnels, des trucs de même. Ça peut être ça, exactement. Ouais. Puis là, pourquoi il y a plus de chances que ça persiste? Ça, il y a encore du travail à faire au niveau de la recherche. Certainement de l'hypersensibilisation au niveau du système nerveux qui se passe là. Ce qui est un lien avec la douleur chronique en général. Oui, tout à fait. Ce serait pas surprenant de voir qu'il y a beaucoup de parallèles avec qu'est-ce qui explique qu'une douleur persiste versus qu'est-ce qui explique qu'une commotion cérébrale persiste. Il y en a. On le voit en clinique. Les gens qui ont des symptômes depuis 3 mois, 4 mois... le parallèle avec les gens qui ont de la douleur chronique depuis plusieurs années, qui est plutôt non mécanique ou plus non mécanique que mécanique, c'est très... Le lien, il faut le faire. Là. Donc, il y a ça, il y a les... j'ai parlé de l'activation. Après ça, les gens qui sont plus à risque de faire des commotions, d'avoir des symptômes persistants, tu as... ceux qui font des migraines, ceux qui sont plus à risque de maux de tête. J'avais lu déficit d'attention, trouble d'apprentissage, TDAH. Là. TDAH, ça fait partie des facteurs de risque aussi. La tranche d'âge 13-17 est à surveiller. Là. Il y a un peu plus de risque pour cette tranche d'âge-là que les autres. Que les symptômes persistent. Symptômes persistent. Après ça, ce qu'il faut regarder aussi, pourquoi les symptômes peuvent persister à 4 semaines et plus, c'est est-ce qu'il y a d'autres blessures ou d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on a des symptômes qui persistent. Et là, les classiques, c'est le système vestibulaire qui peut avoir été atteint, qui peut faire en sorte qu'il y a des étourdissements qui persistent.
et la colonne cervicale qui peut avoir été blessée aussi. Il peut y avoir eu un whiplash, donc une blessure musculo-squelettique qui explique que des symptômes persistent ou qui va faire en sorte que le système nerveux va être plus à vif. Et donc, plus il y a d'input sensitifs, nociceptifs, plus il y a de chances que le système nerveux soit à vif puis que les symptômes persistent. Dans nos grandes classes, là, c'est ça. Il y a le système nerveux autonome aussi qui régule toute la pression sanguine et tout ça, qui peut aussi être... Lui, on sait qu'il est déréglé au départ. Ouais. Puis l'activation anaérobie, comme on parlait tantôt, a pour but justement de le normaliser. Ouais. Donc, c'est possible que lui reste déréglé plus longtemps chez certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Et tout dépendamment aussi de ce qu'ils ont fait là, dans les premières semaines. Ça peut être un autre facteur. Après ça, ceux qui ont eu des troubles vestibulaires dans le passé aussi, mal des transports, qui ont eu des antécédents aussi de cervicalgie sont plus à risque de symptômes persistants. Ouais. Ça fait un bon tour, déjà. Ouais, je pense que oui. Tu as parlé de blessures au niveau du cou qui peut être une des causes qui fait qu'il y a des symptômes persistants. Mm-hmm. Des fois, c'est difficile à comprendre pour les gens, mais un problème du cou isolé peut donner des symptômes qui peuvent s'apparenter à ceux de la commotion, comme les maux de tête, les étourdissements, par exemple. Ouais. Veux-tu juste nous expliquer comment ça marche, cette histoire-là, qu'un problème de cou peut amener des symptômes d'étourdissement ou de mal de tête à part entière, là, qu'un problème de cou peut être 100% responsable de ça? Oui. Eh bien, bon, les nocicepteurs, donc les récepteurs on va les appeler les récepteurs de douleur, là, c'est pas le bon terme, mais c'est grosso modo, les récepteurs du cou. Les récepteurs du cou vont donner des influx nerveux vers le cerveau qui vont dire à notre cerveau, bon, ton cou fait mal. Ouais. Le cerveau peut mal interpréter ces influx nerveux-là qui partent du cou. Puis l'hypothèse là, la plus probable qu'on émet, qui fait en sorte que le cou peut donner mal à la tête, c'est que les influx nerveux de douleur sont interprétés à un endroit dans le tronc cérébral, à la même place que les influx nerveux qui viennent du visage, du nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Puis le nerf trijumeau, lui, il va... si je touche ici, il y a un influx qui va partir, qui va s'en aller à la même place que mes influx du cou sont interprétés. Puis après ça, le relais va se faire là, puis ça va monter dans le cerveau. Ouais. Fait que le signal peut être mélangé. Puis là, la douleur peut être ressentie ici alors qu'il n'y a rien ici, mais le problème est une structure musculo-squelettique du cou, un ligament, un muscle, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que dans les récepteurs du cou, il y a beaucoup de récepteurs de position et des récepteurs dynamiques aussi qu'on appelle proprioceptifs, qui vont aider notre système vestibulaire, donc le système dans l'oreille interne, à savoir où est la tête dans l'espace, à diriger le mouvement des yeux quand je bouge la tête, faire en sorte que quand je regarde là-bas puis je tourne la tête à gauche, ben mes yeux ils restent fixés sur la cible. Donc ça, on l'appelle, ça c'est un réflexe. Le réflexe le plus rapide du corps, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'appareil dans l'oreille interne envoie un signal au noyau qui contrôle les mouvements des yeux, puis il leur dit « Hey, tourne les yeux à droite si je tourne ma tête à gauche ». Et ça se fait rapidement. Et le cou, lui, aide ce réflexe-là. Donc, le réflexe cervico-oculaire est beaucoup moins puissant, mais il existe aussi. Donc, le cou va aider le système vestibulo-oculaire, le réflexe vestibulo-oculaire, donc le mouvement des yeux quand on bouge la tête. Admettons qu'on prend l'exemple de quelqu'un, si une personne a un système vestibulaire qui n'est pas très performant à la base, il y a eu des labyrinthites ou il y a eu des problèmes dans le passé, ou même juste physiologiquement, son système vestibulaire il est moins bon. Si on a une blessure au cou, mais le cou ne pourra plus aider le réflexe vestibulaire. Oui, c'est ça. Il ne pourra plus compenser pour la faiblesse du système vestibulaire. C'est ça. Ouais. Et là, la personne va se sentir étourdie parce qu'elle n'a plus assez
récepteurs alentour de la tête qui envoient des informations à son cerveau pour savoir où est le cerveau dans l'espace et contrôler le mouvement des yeux. Fait que grosso modo, les yeux, le cou, puis le système d'équilibre dans l'oreille, le système vestibulaire doivent collaborer ensemble pour que toutes les infos qui viennent, le cerveau analyse ça, puis ça permet d'orienter la tête dans l'espace, ça permet d'orienter le regard, puis de savoir on est où, grosso modo, dans l'espace. Tout à fait. Puis ça, si c'est dysfonctionnel, ça donne le symptôme d'étourdissement, de tête légère, etc. Puis le symptôme de douleur, c'est un autre affaire à part. Fait que le cerveau pourrait interpréter que le cou dit une chose, mais les yeux disent une autre chose, ou le système vestibulaire dit une chose, le cou dit une autre chose, puis là, il pourrait avoir une espèce de mismatch, puis là, ça pourrait causer l'étourdissement. Exactement. Fait que si on voit qu'il y a ces systèmes-là dans lesquels il peut y avoir des défaillances, ça veut dire que le physio qui est formé pour prendre en charge les commotions, puis qui est formé dans ces 3 systèmes-là, ben, devient un pas pire professionnel pour être capable d'évaluer les déficits, puis de les prendre en charge, de les traiter. Tout à fait. Fait que si on fait le tour peut-être des 3 systèmes, fait que système oculomoteur, grosso modo, la coordination des yeux, système cervical, puis système vestibulaire, comment on traite ça, puis c'est quoi les grandes lignes de ce qu'on sait qui fonctionne, basé sur ce qu'on sait de la littérature, puis en même temps, tu as une grande expertise clinique là-dessus, fait que veux-tu nous faire un petit tour d'horizon, là? Tu peux choisir ton préféré pour commencer. Donc, pour ce qui est du cou, le cou. c'est ça. Donc, les problèmes musculo-squelettiques du cou, à mon sens, à moi, ça reste pas mal et plus facile à traiter. Non, c'est pas vrai, je me retire. Il y a des types de problèmes vestibulaires qui se traitent très, très bien. Mais mettons, dans la commotion, les problèmes de cou sont très fréquents. C'est très fréquent de voir qu'il y a une dysfonction mécanique du cou qui contribue aux symptômes. Exactement. Ça, on sait comment intervenir. Et le symptôme de mal de tête, il est présent dans 92% des patients qui ont des commotions. Et là, un certain pourcentage de ça, il y a des symptômes qui proviennent du cou. Donc, le cou, comment on le traite? C'est qu'on va tester la mobilité avec certains tests cliniques, faire bouger la tête en rotation, en flexion, en extension. Il y a des tests cliniques aussi qui vont cibler un peu plus la région dans le haut du cou. Le fameux test de flexion-rotation, qui est un test où on penche la tête du patient puis on va tourner à droite et à gauche pour voir s'il y a une différence de mobilité. C'est un excellent test, j'en parle. Je ne parlerai pas de tous les tests, mais après ça, allez voir la mobilité plus de la région cervicale haute. On sait qu'à partir de... On a 7 vertèbres cervicales, donc grosso modo, là, la quatrième en montant, la première est en haut, 1, 2, 3, 4, ça peut donner des maux de tête. Plus bas que 4, ça donne moins souvent des maux de tête, ça va donner plus des maux de cou puis des douleurs dans les omoplates et tout. Donc, on va s'assurer que la mécanique donc la mobilité, la force des muscles, le contrôle neuromusculaire soit bon. Donc, on va faire des mobilisations avec nos mains pour redonner la mobilité s'il y a un manque de mobilité. On va donner des exercices au patient qui va faire contracter ses muscles. Puis on fait contracter au départ les muscles un peu plus profonds parce qu'on sait que c'est un peu plus efficace. Puis après ça, on va vers les muscles superficiels. Donc, c'est plus par des exercices. Puis on sait que la combinaison d'exercices, mobilisation avec nos mains, puis éducation sur quel mouvement pour ce patient-là précis, parce que tout le monde a une présentation clinique de cou qui est individuelle. Il y en a que c'est plus tourner la tête à droite qui est le problème. L'autre, c'est plus à regarder en haut. Donc, il y a des directions de mouvement qu'on va aller chercher, qu'on va cibler, puis on va aller travailler dans ces directions-là. Donc, de faire ce combo-là de 3 types d'intervention, ça aide les patients. Puis ça a été prouvé là, dans plusieurs articles. Là. Puis les exercices sont vraiment importants. Mobilité, exercice de mobilité, exercice de contrôle moteur, renforcement, faire forcer les muscles. Fait que ça, pour le coup, je pense que ça fait le tour. Après ça, le vestibulaire, le vestibulaire, il y a le système vestibulaire a 2 grandes parties, sa partie périphérique puis sa partie centrale. La partie périphérique, c'est les canaux dans l'oreille interne qui donnent l'information de la position de la tête puis qui donnent l'information d'équilibre. Donc, il peut y avoir des vertiges qui peuvent se produire avec l'impact, des VPPB, des vertiges paroxystiques positionnels bénins. Les fameux cristaux dans l'oreille. Là. Exactement. Les fameux cristaux qui vont se déplacer, qui vont aller à mauvaise place, puis là, ça va donner des symptômes plus souvent d'étourdissement rotatoire, de vertige rotatoire. Puis là, ça va être par des
positionnement des techniques, la manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Epley, là, qui est connue, entre autres, puis il y en a d'autres, la manœuvre de Simon. Donc, on va positionner la tête dans différentes positions pour tenter, parce qu'on connaît l'anatomie des canaux, on va tenter de ramener les cristaux dans le bon canal qu'on a identifié par des tests cliniques. Il y a 3 canaux, puis il y a des tests différents pour chacun des cliniques. Fait que ça c'est un genre de... Si les gens... Ça, c'est le fun à traiter. Ça, c'est le fun. Mais c'est le fun. Mais c'est le fun parce que ça répond très bien. Ça répond très bien et rapidement quand c'est exact. ça. Exactement. Ça donne des nystagmus, puis là, les yeux... Mais les gens, ils sont vraiment en détresse là, quand ils vivent ça parce que c'est très incommodant. Tu te couches dans ton lit, puis là, la pièce se met à tourner. Exactement. Mais quand on identifie ça, puis que c'est vraiment ça, les physios qui sont formés en rééducation vestibulaire, ça se règle en 2-3 séances. Facilement. Puis il y a des revues de littérature sur l'efficacité de ces manœuvres-là. Là, c'est très, 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 très connu. Et quand ça, c'est présent lors d'une commotion, même si ces manœuvres-là provoquent un mouvement de la tête qui peut sembler un peu brusque et tout ça, il faut le traiter. Ouais, c'est ça, il faut le traiter. Il faut le traiter rapidement. Dans les premières journées, là, si quelqu'un a des vertiges rotatoires intenses, parce que c'est ça que ça donne, suite à un trauma, allez voir un physio. Un physio qui fait du vestibulaire va travailler ça. Puis après ça, quand ça c'est réglé, ben là, on suit les étapes, etc. Ouais, exact. Ça, c'est la première catégorie, les VPPB. La deuxième partie, dans le système périphérique, il peut y avoir aussi des contusions vestibulaires. Donc, le système vestibulaire, on peut dire qu'il se fait brasser, puis là, il devient moins responsive, devient moins efficace. Et là, ce qu'on peut faire pour ça, c'est plus des techniques d'adaptation. Habituation, exactement. Donc, on va faire des mouvements, et ça, c'est un peu plus long que les VPPB. Donc, on va faire des mouvements à la tête, de rotation ou de mouvements en bas, en haut, pour habituer le système vestibulaire à reprendre du mouvement ou à endurer le mouvement. Fait qu'on va lui donner un petit peu de stress de mouvement graduellement. Puis après ça, au début, c'est plus facile, plus léger, puis après ça, on augmente l'intensité ou la vitesse de mouvement, etc. On le fait en faisant des tâches, en marchant. Au départ, on peut le faire juste bien straight, bouger de droite à gauche, assis, sans mouvement, puis après ça, on intègre de plus en plus de mouvements. Ça fait qu'on fait des techniques d'habituation pour ça. Le système nerveux... le système vestibulaire a sa partie aussi centrale. La partie vestibulaire centrale, ce qui se passe avec les symptômes persistants post-commotionnels, c'est souvent qu'il y a un problème neurosensoriel, un problème de perception neurosensorielle qui est distorsionné. Et là, il y a des tests aussi qui permettent de déterminer est-ce que c'est plus un problème d'adaptation périphérique ou c'est plus un problème central. Puis le problème central, quand il est présent, et là, on ne parle pas de problème central là, grave, là, de gros saignements ou de red flag ou tout ça. On parle d'un problème central, de problème d'adaptation neurosensorielle. Eh bien, lui aussi, on va faire des techniques de type habituation et tout ça, rotatoire, blablabla. Donc, ça, c'est pas mal ça pour le vestibulaire. Après ça, le oculomoteur, ben, le oculomoteur, c'est drôle parce que c'est plus une... Tu sais, les yeux qui bougent mal que lorsqu'on les fait faire de la poursuite ou des saccades, c'est-à-dire de regarder à quelque part, c'est plus une conséquence donc les yeux, c'est une belle vitrine pour nous les cliniciens sur le tronc cérébral, le cerveau et tout ça. Et quand on bouge les yeux dans l'espace, il y a pas juste le lobe occipital là, parce que le lobe occipital, on dit que c'est la vision, là, mais tous les lobes du cerveau ils vont travailler quand parce qu'on parle pas juste de la vision, on parle du contrôle des yeux dans l'espace aussi. Exactement, c'est ça. Puis là, si on va trop vers la vision, ben là, on se rapproche du champ d'expertise d'autres professionnels. Là. Donc, des optométristes, entre autres. Là. Donc, ce qu'on va faire en physio, nous, c'est plus on travaille le mouvement. Donc, on va essayer d'évaluer le contrôle des muscles des yeux avec la tête fixe ou avec la tête mobile. Avec la tête mobile, ben là, ça travaille le vestibulaire aussi. Fait que les yeux sont... Puis le cervical. Là. Donc là, on intègre un peu tout ça, exactement. Avec la tête fixe, là, c'est plus les yeux et le système nerveux... Les yeux qui sont contrôlés par le système nerveux central, qui vont bouger dans l'espace et qui vont probablement
moins bien bouger parce que le système nerveux central a été atteint par la commotion. Donc là, ce qu'on va faire avec ça, c'est de donner des exercices relativement simples aux patients avec des cibles, de regarder une cible, regarder l'autre cible, les cibles plus rapprochées au départ, le mouvement. Encore là, ça va être un peu de l'habituation des mouvements oculaires. Réentraînement de la coordination des yeux, Tout à réhabituer fait. les muscles. C'est ça. À fixer des cibles ou à suivre des cibles en mouvement. Là, on appelle ça la poursuite lente. Au départ, c'est lent, puis après ça, on peut augmenter la vitesse et tout. Ouais. Et comme tu l'as dit, une fois que ça c'est fait, ben là, on intègre un peu tous les systèmes, le cou, le vestibulaire et les yeux avec des exercices où la tête bouge, le cou bouge, le patient essaie de contrôler sa tête dans l'espace. On peut travailler avec des lasers sur la tête. Là, le laser pointe sur un mur, des tracés, puis le patient va essayer de contrôler son mouvement de la tête avec tous ces systèmes-là qui s'intègrent en même temps. Est-ce qu'on est capable de voir dans la littérature si ça semble plus efficace de combiner le travail des différents systèmes atteints en même temps, plutôt que de dire, bon là, on va travailler les yeux en premier, puis si ça ne marche pas, on va travailler le cou. À mon sens, ces systèmes-là travaillent constamment ensemble. Ouais. Est-ce que quand on évalue les déficits dans tous les systèmes, on voit que c'est plus pertinent de dire, ben là, on va travailler la combinaison de tout ça en même temps? Ce qui fait le plus de sens, à mon sens à moi, puis tu me diras si tu es d'accord, c'est d'aller évaluer chacun de ces systèmes-là, voir s'il y a des déficiences dans l'un ou l'autre, tenter de découvrir, de par notre raisonnement clinique, lequel est le plus atteint. Qu'est-ce qui semble driver les symptômes prioritairement? C'est ça. Puis là, intervenir prioritairement sur lui, puis après ça, intégrer les autres. Et là, c'est très clinique ce que je te dis là. On n'en est pas là dans la littérature. Là, mais c'est difficile à identifier aussi. Ouais. C'est une réponse difficile à répondre. Ouais. Une question difficile à répondre. En fait, ça se fait, mais ça prend plus de recherche, ça prend plus de recherche clinique avec plusieurs patients pour aller chercher quels sont les phénotypes qui répondent mieux à tel traitement, quelle trajectoire de récupération va être modifiable et modifiée par ces interventions-là. Et là, on ne parle que du physique là, ici. Là, il y a tout l'autre aspect aussi. Là, on a quatre types de symptômes dans les commotions. Tu as le symptôme physique, tu as les symptômes cognitifs, tu as les symptômes de sommeil, problèmes de sommeil, puis tu as les symptômes de type plus émotionnel, psychologique, etc. Fait que là, ces autres sphères-là, ben, c'est pour ça que quand les symptômes persistent trop longtemps, puis qu'il y a beaucoup d'atteintes autres que physiques, ben là, ça nous prend de l'aide de d'autres professionnels. J'aimerais ça qu'on parle de l'entraînement en aérobie pour les symptômes persistants. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Est-ce que les gens, par exemple, qui ont des symptômes persistants, exemple, ça fait 3 mois qu'il reste des symptômes post-commotion, les gens qui auraient complètement arrêté de s'activer, j'aurais comme 2 volets. Premièrement, les gens qui sont habitués d'être actifs physiquement, puis qui ont arrêté leur activité physique. Okay, donc, tu parles des gens qui étaient actifs avant la commotion, puis qui ont arrêté. Puis à cause de la commotion, puis des symptômes, ils n'ont pas été capables de retourner, par exemple, au vélo, à la course, la danse, peu importe. Pour ces gens-là, est-ce que dès la prise en charge, il y a une façon de savoir si ils vont avoir besoin de se réactiver? Ça va-tu être nécessaire de les réactiver pour être capable de régler les symptômes? Si tu parlais tantôt de dérèglement du système nerveux autonome qui peut en partie être aidé par l'activité physique. C'est assurément préférable de les activer. Et là, on n'activera pas les gens quand ils ont des intensités de symptômes qui sont très, très élevées. Là. Quelqu'un qui est comme complètement... qui a une incapacité très, très importante parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes puis pas capable de faire grand-chose. Là, on va attendre, mais c'est contre-productif de ne pas activer ces gens-là. Donc, s'ils s'arrêtent plus longtemps que le 3 jours, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils ont trop de symptômes, à un moment donné dans le processus, il faut recommencer à s'activer, à faire de l'activité en aérobie, puis graduellement augmenter. Et plus on va vers le symptôme persistant, donc plus on s'éloigne du moment de la blessure, moins, comment je dirais, moins il faut soucier de l'augmentation des symptômes. Moins c'est fiable.
Ouais, c'est On ça. pourrait dire ça. Et moins ça va retarder ta guérison c'est si ça. ça fait un peu trop mal à la tête que de... Ouais. Moi, j'ai déjà vu des patients là, qui disaient, ben non, moi, je fais plus rien là, parce que ça me donne mal à la tête. OK, mais là, ça fait 6 mois là, que tu as ta commotion. Là. Puis là, tu t'es déjà fait dire de prendre bien du repos parce que c'est ça que tout le monde dit de prendre du repos. Là. Mais là, il faut recommencer à vivre. Là. Parce que ta blessure... Il faut faire de l'exposition. Ah, ouais, parce que sinon, le système nerveux ne va jamais s'habituer. La plupart du temps, là, quand on fait ça, là, c'est pas long. Là. Ça prend quelques semaines. Puis, j'ai fait... Finalement, je me suis activé. Je suis allé faire un sport. Au début, je suis allé mollo. Ça augmentait un peu mes symptômes. Je suis retourné le lendemain. C'était pas si pire. Finalement, ça me fait du bien de bouger. Ouais. Ou des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ont vraiment augmenté leur niveau. Ils sont pas plus symptomatiques. Dans le sens qu'ils ne sont pas empirés, puis là, ils sont capables de faire bien plus de choses de leur journée qu'avant. Tout à fait. Ce qui est déjà une belle amélioration. Une amélioration, exactement. OK, puis l'autre volet, c'était, est-ce que, par exemple, pour des gens qui sont sédentaires à la base, fait que des gens qui ne font pas de sport ou d'activité physique régulière, puis qui auraient eu une commotion cérébrale, est-ce que ça peut être nécessaire de faire des exercices aérobiques pour être capable de régler les symptômes persistants au complet? S'ils ont... et là, on peut les tester, ces symptômes. Ouais, c'est ça. Il y a des tests qui existent. Comme le test sur tapis, là, ouais, Buffalo Treadmill Test. Exactement. Moi, c'est lui que j'utilise en clinique. OK, ouais. Il y a lui, il y a le Buffalo sur vélo stationnaire. Ceux-là sont relativement simples. Nous, on utilise un autre, mais c'est pas important. Là. Donc, les patients qui ont été sédentaires avant, qui étaient sédentaires, et là, on fait ces tests-là et que ça ressort positif. Donc, il y a des reproductions de symptômes pendant qu'ils s'activent. Ou nous, les kinésiologues à la clinique ils mesurent la tension artérielle. Puis la tension artérielle, quand on s'active, devrait augmenter graduellement d'une certaine façon. Puis là, chez les gens qui ont des commotions, la tension chute. Puis là, les gens ne se sentent pas bien, tout ça. Donc, ceux qui ont ces tests-là positifs, c'est la façon de régulariser le système nerveux autonome qui contrôle tout ça, c'est de faire de l'activation aérobique. Et là, avec ces gens-là, on va se permettre certainement d'augmenter de façon beaucoup plus graduelle des gens qui n'ont pas fait beaucoup de sport dans leur vie, etc. Mais on va le faire pareil. OK, good, c'est bon. Ça confirme ce que je faisais, mais que j'avais un point d'interrogation à savoir s'il y avait une différence entre ces deux portraits-là. Fait que, super. Penses-tu que ça fait un bon tour des différents systèmes et des interventions clés en lien avec le traitement des symptômes persistants? Pas mal. Il y a une petite partie qu'on n'a pas parlé, c'est la réadaptation de l'équilibre. Ouais. Fait que ça fait partie aussi d'une des sphères là, dans le guide de pratique. Un des guides de pratique clinique que j'aime beaucoup, c'est le guide de pratique clinique de l'APTA, de l'Association américaine de physiothérapie. Les 4 sphères, puis là, ça, c'est très ciblé physio. Là. Donc, les 4 sphères qu'on parle, c'est cervical, vestibulo-oculaire, système nerveux autonome. Aérobie, ils appellent ça intolérance à l'effort. Intolérance à l'effort. Et l'autre, c'est balance. Donc, c'est contrôle moteur, coordination, équilibre. Donc, ça aussi, là, on peut faire des tests d'équilibre pour savoir si les gens ils ont un problème au niveau de l'équilibre et de rééduquer l'équilibre avec, encore là, de l'exposition graduelle au déséquilibre. C'est une autre façon qu'on peut faire. Donc là, avec ça touche pas mal la sphère. J'aimerais ça que tu nous parles un peu ou qu'on discute de c'est quoi le rôle des facteurs psychologiques, facteurs psychosociaux dans la persistance des symptômes. Tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui les symptômes qui persistent après des commotions, ça peut changer des vies, ça peut les amener à... Ils perdent un peu le sens de qui ils sont. Des fois, il y en a qui ont changé de job, ils ont arrêté de travailler, arrêt d'études. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a un avant puis il y a un après avec leur commotion. Ça peut venir même avec... Ça peut augmenter l'anxiété, ça peut venir avec des symptômes dépressifs. C'est quoi le rôle de ces facteurs-là dans les commotions? Puis, j'imagine que oui, mais à quel point c'est pertinent de les prendre en charge puis important de les prendre en charge? Oui, c'est très important de les prendre en évidemment. charge, c'est sûr. Le stress,
on parlait tantôt des facteurs de risque, là, les antécédents de dépression, puis dans les personnalités anxieuses et tout ça, ça fait partie des facteurs de risque de symptômes persistants. Ouais. Donc, fais juste remettre le micro droit, voilà. Ouais. Excellent. Donc oui, c'est important. Comme la douleur est un symptôme qui peut devenir comme non spécifique, puis qui peut varier avec le stress, l'anxiété, la dépression, tout ça. Donc, même chose pour les symptômes non spécifiques de commotion, les étourdissements, ça peut devenir un peu non spécifique, des étourdissements psychogéniques si ça existe. Ouais. Les maux de tête, bien sûr, c'est la même chose que de la douleur. Puis tous les autres symptômes aussi là, qui sont dans la liste des symptômes de commotion peuvent varier avec l'état mental. Fait que, donc, oui, on parle même de la phase symptômes 3 mois et plus post-commotionnelle comme étant la phase psychogénique, donc la phase où ces facteurs-là prennent plus de place. Donc, il faut intervenir sur ces facteurs-là de façon peut-être un peu plus précise avec d'autres professionnels ou même nous, ce qu'on fait, même nous les physios, on peut éduquer les patients sur l'importance de ces facteurs-là. Après ça, le stress, le stress au travail, par exemple, ou à la maison, ou peu importe, la journée qui est plus stressée, ses symptômes sont plus élevés, c'est normal, c'est pas parce que sa commotion est pire. Ouais, c'est ça, c'est pas la fin du monde non plus. Là. Exactement. Puis après, on peut tenter de gérer mais souvent, quand les patients réalisent que ces facteurs-là de peur, d'anxiété, etc., puis de stress influencent leurs symptômes, ça aide à ce que ces facteurs-là influencent moins les symptômes. C'est ça. C'est ça. Juste d'avoir le déclic puis de l'observer que ça a une influence. Exactement. Puis la catastrophisation aussi, juste le fait que depuis 10-15 ans, les commotions, c'est très médiatisé. Avec le sport, beaucoup. Le sport professionnel. Oui. Ça a été dépeint comme étant la catastrophe quand tu as une commotion, alors qu'une commotion cérébrale, quand c'est bien pris en charge, ça guérit bien. Donc, juste ça, un enfant va avoir une commotion cérébrale, son père ou sa mère va être comme « Oh merde, une commotion, c'est grave, c'est une grosse affaire, nanana. » Puis là, juste ça fait augmenter la réaction des parents ou la réaction des proches peut faire augmenter le stress, puis ça peut faire augmenter les symptômes. Donc, il faut faire attention aussi avec ça. Cette partie-là, un peu plus dès la phase aiguë. Ouais. Mais ça a la mauvaise presse aussi, les commotions, dans le sens que c'est vu comme une blessure catastrophique. Ouais. C'est vraiment vu comme ça, puis c'est médiatisé comme ça, puis on en parle comme ça. Exactement. Alors que les commotions, premièrement, comme tu as dit tantôt, 70-80% se règlent tout seul. Ouais. Puis il y a beaucoup de professionnels, dont les physios, qui sont à chaque jour en clinique pour aider des gens, pour les amener à régler des symptômes persistants. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a un message qui a toujours de l'espoir, entre guillemets, pour aller mieux, parce qu'il y a du monde qui sont formés pour ça, justement. Tout à fait. Mais je pense que les gens, je pense que c'est encore c'est très méconnu ou c'est sous-connu le rôle que les physios peuvent avoir dans le traitement des commotions cérébrales. OK. Probablement. Partages-tu ça? Ouais, mais tu sais, moi, je suis biaisé par rapport à ça. Parce que t'as le nez dedans. Ben oui, tu sais, on est en contact. Moi, je fais de la recherche là-dedans. J'enseigne ça à des physios, mais à d'autres professionnels aussi. En clinique, les gens viennent nous voir parce qu'ils connaissent la clinique. Je pense que, honnêtement, au Québec, on est bon là, pour la diffusion de notre rôle pour traiter les commotions comme physiothérapeute. Je pense que on est à des lunes d'il y a 10 ans, 15 ans, puis on est vraiment en avant de d'autres provinces puis de d'autres pays. Là. Ben, c'est tant mieux. Mais je disais ça parce que je donne des conférences à des groupes de médecins dans les cliniques médicales sur, pas nécessairement, il y en a une conférence sur les commotions, mais les douleurs musculo-squelettiques. Fait que maintenant, une conférence, c'est douleurs au cou. Puis j'ai toujours une slide dans chacune des conférences. Voici la liste de tous les trucs qu'on traite en physio que des fois on oublie. Puis des fois, commotion ressort, puis ils sont comme « Ah ouais, ok, bon, c'est bon à savoir. » Puis après ça, tu as des références, puis là, t'aides quelqu'un, puis là, boum, là, il y a comme un corridor qui vient de s'ouvrir que
Puis c'est parfait, là, tu sais. Ah ouais. Plus il y a de médecins qui savent quels physios dans leur coin sont capables d'aider leurs patients avec des symptômes de commotion, mieux ça va être. Tout à fait. En terminant, comme avant-dernière question, qu'est-ce qu'on sait dans la prévention des commotions? Y a-t-il vraiment des choses qui existent qu'on peut faire pour prévenir la commotion? À part, tu sais, je sais que le contrôle des mises en échec au hockey, ça a été quelque chose d'efficace, là. Fait qu'à part prévenir l'impact, y a-t-il quelque chose qui existe dans la prévention des commotions? Ben, prévenir les. Je peux pas passer à côté de parler de ça. Là. Ouais. Tu sais, la modification des règles, la modification de la culture, l'éducation, c'est énorme. Là. C'est ce qui a en fait, c'est ce qui a le plus d'effet. Ouais. Quand on Puis parle de sport de contact, là. Ouais. La grosse étude qui a été faite, là, c'est un groupe de hockeyeurs d'âge 15 ans, me semble. Je n'ai pas toutes les données en tête, mais qui commençaient la mise en échec à 15 ans, puis dans une autre province, ils ne commençaient pas la mise en échec à 15 ans, ils attendaient à 16 ans. Ou c'était peut-être 14, là, mais peu importe. Il y a un petit délai. Puis là, les gens qui étaient pour la mise en échec, ils disaient, ben non, il faut les entraîner à faire de la mise en échec parce qu'ils vont savoir comment se cogner, puis après ça, ben ils vont être meilleurs après dans leur jeu. Puis quand ils ont fait des études bien faites, ils se sont aperçus que ceux qui faisaient de la mise en échec plus de bonheur, il y avait beaucoup plus de commotion que plus tard. Puis rendu plus tard, les deux groupes étaient aussi performants. Fait qu'il y avait pas de... Ça nuisait pas à la performance. Ça nuisait pas au développement du hockeyeur. Ouais. Ça, c'était dans le hockey. Donc le changement des règles, c'est bon. Quelque chose qui est sorti là, un petit peu plus dans les 4-5 dernières années, c'est qu'avant, on disait, bon, le fameux mouthpiece, le fameux protecteur du buccal, il y a 10 ans, on disait, ouais, il n'y a pas d'évidence que ça prévient les commotions. Ça prévient, oui, les problèmes. Ça réduit le risque d'avoir une dent cassée ou d'avoir un problème de mâchoire. Ça protège les dents. Ouais. Mais là, on s'aperçoit que ça a un effet. Ah ouais? Ouais. Il y a plusieurs études qui sont sorties dans les dernières années où on prouve que le protecteur buccal, surtout dans les sports où ça va vite, le hockey, entre autres, a un effet protecteur. Puis ça n'enlève pas tous les risques, bien sûr, mais ça a un certain effet protecteur puis qui est à considérer pour les gens qui en ont déjà eu. Puis de toute façon, je veux dire, de porter un mouthpiece ou pas, ça change pas grand-chose. Faut-tu qu'il soit moulé sur mesure? Idéalement, oui, mais tu sais, c'est facile à trouver maintenant, là, des protecteurs buccales que tu vas fait mouler. qu'ils voient dans les dernières données qu'il y a un effet, finalement. Oui, un effet. Plus au hockey qu'au rugby. Il y a eu comme ces deux groupes-là là, qui ont été faits, mais overall, quand ils font des méta-analyses, fait qu'ils mettent toutes les études ensemble. Donc, mettons, on prend tous les sports d'un même paquet. Ben, ça réduit l'impact, ça réduit la chance d'avoir des commotions. Mettons, j'essaie de raisonner le mécanisme. Sachant que c'est le cerveau qui brasse dans la boîte crânienne, c'est quoi le mécanisme? Est-ce qu'ils ont avancé ça ou as-tu une idée? Ça n'a pas été avancé dans les études. Je ne sais pas si le fait de mordre dans quelque chose, ça fait en sorte parce que... la contraction cervicale. Contraction des muscles du cou, contraction des muscles de la mâchoire. C'est l'hypothèse la plus plausible. Parce que si tu vois l'impact venir, t'as moins de risque probablement d'avoir une commotion sur le cou parce que tu peux réduire tes coups. Assurément. Tu peux réduire ton cou, donc tu diminues l'accélération que la tête va avoir. Assurément. Ça, on le sait. Et on sait, ça on le sait. Ouais. Donc le fait que ce soit prévisible, exact. Le coup. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus les muscles du cou sont forts, plus la dimension du cou par rapport à la tête, le ratio est comme le cou un peu plus gros, puis la tête un peu plus petite. Donc, plus le cou est gros, ratio, là, dans la littérature. Plus le cou est gros, moins il y a de risques. Donc, probablement que c'est de là que ça part après ça. Si les muscles sont... T'es comme un peu plus serré dans ton mouthpiece, c'est possible que ce soit pas bête. Puis, qu'est-ce qu'on sait sur les casques? C'est quoi les dernières données là-dessus? De ce que moi, j'avais vérifié dans la main, il y a un moment qu'il y avait un effet, mais genre juste les casques de ski. Puis, en tout cas, bref, qu'est-ce que ça dit en ce moment? Non, mais en fait, il faut porter un casque pour mais clairement, sports. Ouais. On sait que les casques préviennent les lésions du crâne. Là. Ça, c'est pas une question. Mais le casque prévient-tu vraiment la commotion? Encore là, c'est difficile à répondre comme question parce que
tu peux pas faire un essai clinique au football où tu vas dire, bon, une équipe, Ouais, on mettra c'est pas ça. de casque, Exact. une équipe, on va mettre des casques. C'est comme toujours si- analysé de façon avec les données qu'on a. Exactement, c'est ça. Ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est qu'ils ont fait porter des casques au soccer. Ah, ouais. Des casques un peu plus petits, là, puis, Ouais. à toute une équipe. Puis, même, je pense, à toute une ligue. Parce que là, le problème avec ça, c'est si tu dis un athlète porte un casque, puis qu'il n'y a personne d'autre qui en porte sur le terrain, là, cet athlète-là peut être ciblé, puis là, ça fait l'effet inverse. Ouais. Cliniquement, c'est pas un super bon, conseil, mais bref, quand ils ont fait porter des casques mettons, à toutes les équipes pendant toute une saison, ils ont vu une réduction par rapport aux saisons qui n'avaient pas de casque. Okay, ouais. Mais plus loin que ça, après ça, c'est de voir, à ma connaissance, puis peut-être que je connais pas toute la littérature, je ne connais pas toute la littérature sur les casques, là, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de casques qui ont été démontrés comme étant meilleurs que d'autres pour des casques anti-commotion, des choses comme ça. Là, mais dernièrement, ce qui a commencé à sortir, puis il me semble qu'il y a des données, mais je ne veux pas m'avancer, il faudrait fouiller. Au football, ils font des pratiques avec des gros casques, là, tout coussinés, là. Puis ça, semble-t-il que ça pourrait aider. Ah ouais? Ouais, mais bref, à voir. Données préliminaires. C'est ça, ouais. OK, good. Comme conclusion, là, ce serait quoi une question qui demeure? Tu sais, c'est quoi les grandes questions qui demeurent pour toi par rapport aux commotions? Tu sais, t'en as lu des articles sur les commotions. Là, y a-tu des questions clés que tu te dis ça, j'aimerais ça qu'on ait réponse à ça, tu sais, dans les prochaines années? Pardon. Tu sais, moi, j'ai mes passions puis mes dadas de recherche, là. Puis mes dadas cliniques aussi, là. Tu sais, moi, ma vie, c'est d'être physio puis traiter des patients en clinique. Fait qu'il y a plein de recherches qu'on peut faire là, sur plein de, on va dire, plein d'éléments en lien avec la commotion cérébrale. Et moi, ce que je veux pousser un peu plus dans les prochaines années, ou ce que j'aimerais voir la littérature, là où j'aimerais voir la littérature s'en aller, voilà. C'est plus sur le fameux 20-30% là, qui ont des symptômes persistants. Ouais, c'est là. ça. C'est eux. Comment on peut faire pour le réduire à 10 ou à 5 ou à... Et c'est eux, parce que le 70-80%, la phase aiguë, on est pas mal bon. On commence à en connaître pas mal. Oui, il y a encore des choses à aller chercher, mais... donc, pour réduire le 20-30% à 5%, il y a deux avenues qu'il faut aller explorer. C'est de voir, premièrement, tenter de mieux comprendre pourquoi. On commence à en comprendre pas mal, là, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais aussi de tenter de trouver des avenues de traitement qui vont faire un peu ce qu'on a dit tantôt, être capable d'être plus ciblé envers les déficits, qu'ils soient physiques ou cognitifs ou autre sphère, là, pas juste physique. Puis après ça, pour ces déficits-là, trouver les meilleures interventions. Tu sais, les essais randomisés cliniques qui ont été faits, souvent, on y va avec le pattern global ou le traitement global qui cible un peu plus 1 ou 2 ou 3 déficits. Mais je pense qu'il faut ouvrir plus large que ça et essayer de trouver là, des sous-groupes de patients. Ouais, c'est ça. Tenter de voir quels sous-groupes de patients vont répondre mieux à telle intervention ou telle intervention. Pour être capable de matcher des caractéristiques qu'on retrouve chez un sous-groupe avec une intervention qui est la meilleure pour ce sous-groupe-là. Exactement. Excellent, mais je te souhaite de trouver réponse à ça dans ton postdoc. On s'en parlera. Ah ouais? Dans ma carrière, tu veux dire? Tu reviendras dans quelques années, on fera un épisode pour voir ce qui évolue. Dans soixantaine, je vais revenir et on verra où on est rendu. Yes, excellent. Good, ben merci beaucoup. C'est bon, ça fait plaisir. Ouais, c'était vraiment super. Puis au plaisir de s'en parler. On n'a pas fini d'entendre parler des commotions. Merci. Salut. À la prochaine. Ciao. Bye.